Avec nous en France, un adulte sur 3 souffre d'hypercholestérolémie, c'est-à-dire d'un taux de mauvais cholestérol trop élevé. La cause, c'est souvent une alimentation trop riche. Alors avant de voir comment on peut continuer à se faire plaisir et à bien manger, quelques explications. Oui, le cholestérol, c'est un lipide qui appartient à la famille des stérols. Une partie est fabriquée par l'organisme et une autre provient donc de l'alimentation. Et on le trouve essentiellement dans les graisses animales et dans le jaune d'œuf. Le cholestérol est indispensable à l'organisme, mais on parle de bon et de mauvais cholestérol. Et s'il y a deux appellations, c'est lié au mode de transport de ce lipide. Le cholestérol a besoin d'un transporteur, en effet, pouvant attraper un lipide tout en circulant dans un milieu liquide. C'est le rôle de ce qu'on appelle les lipoprotéines. En voilà une schématisée. C'est une association de graisses et de protéines. Alors il y a les lipoprotéines à haute densité, qu'on appelle HDL, et les lipoprotéines à faible densité, les LDL. Les premiers transportent le cholestérol vers le foie où il va être dégradé. C'est ce qui permet d'éliminer le cholestérol en excès. C'est pour cette raison que le HDL est surnommé le bon cholestérol. Le LDL, quant à lui, transporte le cholestérol vers les cellules du corps. Il ne permet pas son élimination, on va le voir dans une animation. Nous sommes dans une artère et les boules que vous voyez circuler en bleu et en jaune représentent le mauvais cholestérol. Alors quand la paroi interne d'un vaisseau sanguin devient perméable, ce mauvais cholestérol peut pénétrer à l'intérieur de sa paroi et il va s'oxyder. Il va déclencher une réaction inflammatoire et former ce qu'on appelle une plaque d'athérome. Regardez sur ces schémas, on va vous les montrer dans quelques instants. Autrement dit, le LDL est en partie responsable des dépôts de cholestérol dans les artères, d'où le surnom de mauvais cholestérol. Et le danger avec ces types de dépôts, c'est qu'ils vont rétrécir la lumière du vaisseau. Vous le comprenez tout à fait ici. Vous voyez, donc on a coupé en fait ce vaisseau, là, ça c'est la paroi du vaisseau, et donc là c'est ce qu'on appelle la lumière, c'est que c'est là où le sang circule. Il faut donc évidemment qu'il y ait de la place pour que ce sang circule, et vous voyez ici ce qui est en train de se former sur une plaque de cholestérol. Il y a les cellules du sang sont attirées par là, donc il va se finir par se former ce qu'on appelle un thrombus qui va boucher complètement l'artère, et cette plaque risque de se fissurer. Et les substances inflammatoires vont entrer alors en contact avec les autres éléments du sang, comme les globules rouges et les plaquettes, et provoquer ce dont vient de parler Marina, coagulation du sang, un caillot, thrombus, c'est un caillot sanguin, et ce caillot peut se détacher, circuler dans les artères, et provoquer, selon les cas, un accident vasculaire cérébral. Ou un infarctus du myocarde. Ou un infarctus si la plaque se forme dans le cœur. Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Philippe Giral, qui est lipidologue, spécialiste de ces éléments à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonjour. Bonjour. Et on accueille Philippe Coquard. Bonjour. Bonjour. Alors, si vous êtes là, c'est que vous avez trop de cholestérol, du mauvais cholestérol. Quand et comment a-t-on fait le diagnostic ? Il y a une dizaine d'années, j'ai changé de médecin traitant et qui a vraisemblablement commencé à regarder de près un certain nombre de choses. Et il est apparu que j'avais un taux de cholestérol mauvais et un taux de triglycérides également, les deux allant chez moi de pair, important. Je vais vous interrompre, on va préciser ces triglycérides, ce que sont ces triglycérides. Les triglycérides, c'est une forme de transport de l'énergie. Ça transporte les acides gras. Et comme c'est un lipide comme le cholestérol, ils circulent ensemble. Et c'est pour ça qu'on les dose en même temps dans le sang. Mais on peut avoir l'un augmenté et pas l'autre. Absolument. D'accord. Donc à partir du moment où on a découvert ça, qu'est-ce qu'on a fait ? Écoutez, dans un premier temps, on m'a conseillé d'essayer de changer un petit peu d'alimentation. J'ai principalement, à l'époque, j'ai commencé à supprimer le sucre, qui était lié aux triglycérides. Bon. Et seulement dans un second temps, j'ai pris consommé de la margarine. À la place du beurre. À la place du beurre, voilà. Et dans un troisième temps, tout cela sur une durée de 2 ans et demi, 3 ans, finit par me mettre sous médicaments. Donc pendant 2 ans et demi, 3 ans, pas de médicaments. Pas de médicaments. Des analyses régulières. Oui, absolument. Qui montraient quoi? Simplement avec le changement d'alimentation. Oui, mais ça montrait que l'amélioration n'était pas considérable et il y avait des hauts et des bas, ça remontait, ça redescendait. D'accord. Alors, on va revenir au traitement que vous avez eu. Malika nous pose une question depuis Tunis. Elle nous demande si le mauvais cholestérol résulte réellement de notre alimentation. Il résulte de plein de choses.
on est avant tout nos gènes, donc il y a des anomalies génétiques, et puis l'alimentation. Je dis souvent à mes patients, si vous avez le gène aux dépendances au saucisson sec, si vous mangez du saucisson sec, ça va augmenter votre cholestérol. Si vous ne le mangez pas, eh ben vous n'aurez pas d'augmentation du cholestérol. D'un autre côté, il y a des maladies génétiques très précises, très graves, où ce qu'on appelle le récepteur du mauvais cholestérol est muté et ne marche pas. Donc vous ne récupérez pas le mauvais cholestérol au niveau du foie et son taux peut être doublé dans le sang. Et ça, c'est très tôt. Ça apparaît dans ce cas-là. La vie n'est pas Bien plus tôt évidemment, dès la naissance, on a cette anomalie, mais qui a tendance à s'aggraver avec le temps. D'accord. En suivant un régime pour mauvais cholestérol, il se trouve que le bon cholestérol a baissé également. Comment éviter cela, Serge? Parce que c'est vrai que, alors dans les analyses c'est un peu compliqué, mais dans les analyses, alors on dose ce qu'on a dit, le HDL, c'est-à-dire le bon, le LDL, le mauvais. On fait aussi un rapport entre le bon et le mauvais. Enfin, il y a tout un tas de choses. On aurait tendance à se dire qu'il faudrait faire un régime pour éliminer le mauvais et garder le bon, mais c'est possible? Alors, des fois, quand on commence un régime, on perd du poids. Et quand on perd du poids et qu'on est en période active de perte de poids, le HDL cholestérol aussi est abaissé. Donc c'est tout à fait normal d'avoir effectivement une baisse du bon cholestérol et du mauvais cholestérol. Ensuite, si on commence à reprendre un bon niveau d'activité physique et que les examens se stabilisent, le HDL revient à son niveau initial, voire il peut être augmenté si on en profite pour arrêter de fumer par exemple et augmenter son niveau d'activité physique. Et dans ces cas-là, c'est extrêmement bénéfique parce que non seulement vous abaissez le mauvais cholestérol, mais vous augmentez le bon. Amélie demande quels sont les aliments qui apportent le plus de ce mauvais cholestérol. C'est essentiellement les graisses animales, ce qu'on appelle les graisses saturées. Donc celles qui figent dans l'assiette, hein, pour savoir les reconnaître. Voilà où on pourrait dire celles des animaux à quatre pattes terrestres. C'est vraiment ça. Donc c'est le porc, finalement, tout ce qui est le gras dans le porc, tout ce qui est la même chose chez la vache, la même chose chez le mouton, la même chose chez le veau. Et puis vous avez aussi les dérivés du lait, puisque le lait c'est des matières grasses aussi. Et donc hélas le fromage. Alors justement. Quand on est gourmande, quel fromage peut-on manger? Waouh. Quand on a trop de cholestérol, évidemment. Tout le fromage contienne entre 30 et 45, voire 60% de graisse, de matière grasse. Donc le mieux déjà, c'est de prendre plutôt des fromages à pâte molle, parce qu'il y a plus d'eau dedans. Donc ça veut dire que pour un même volume, vous mangez moins de gras. C'est sûr qu'entre 30 ou 40 grammes de comté et puis 30 ou 40 grammes de chèvre frais, vous n'avez pas la même quantité de graisse, ça c'est le pois sec, bien évidemment. Donc j'aurais plutôt tendance à dire, si vous ne pouvez pas vous passer de fromage, prenez plutôt des pâtes molles ou des fromages frais, ça fera moins. Jean demande que penser du beurre, donc que vous avez supprimé au profit de la margarine. Moi, je dis souvent aux gens, si vous aimez le beurre, prenez à ce moment-là un beurre de bonne marque, de bonne qualité. Vous en prenez 10 grammes le matin pour tartiner, et puis ça s'arrête là. Il faut savoir quand même que le beurre qu'on utilise dans l'alimentation, la plupart du temps, c'est surtout pour capter les odeurs, parce que la plupart des arômes sont lipophiles. Donc ils ont besoin de molécules grasses pour être captés. C'est pour ça, parfois, vous savez, quand on dégraisse une poêle, on met avec de la crème fraîche, par exemple, pour récupérer les arômes. Mais je pense que pour faire la cuisine, la plupart du temps, on peut utiliser des huiles végétales. Alors après, il y a celles qui tiennent plus ou moins à la cuisson. L'huile d'olive, elle tient parfaitement à la cuisson à toutes les températures. L'huile de tournesol aussi. L'huile de colza aussi tient un peu la cuisson, mais il ne faut pas la mettre dans des feux trop forts. Mais sinon, toutes les huiles qui sont dans le commerce peuvent servir. Qu'est-ce que ça a fait, Philippe, de passer du beurre vous étiez un bon vivant, vous aimiez bien le beurre, la charcuterie, tout ça? Oui, bien sûr. Oui. Enfin, et alors, quand vous passez à la margarine pour tartiner? Non, alors là, pas d'effet remarqué. Ça s'est fait sans problème. J'ajoute que quand même, bon, j'étais dans un climat favorable, puisque je vivais avec une compagne qui était, je dirais, un peu dans la profession et qui m'a aidé à m'installer dans un régime alimentaire, enfin dans un de plus en plus sain. Vous aviez votre diététicienne à la maison, quoi. Ce qui est plutôt pratique. C'est exactement ça, oui. Oui, non, mais je m'en doute, c'est pratique. Donc le meilleur moyen de perdre du cholestérol, en fait, du mauvais cholestérol, c'est de vivre avec une diététicienne. Oui, voilà, je vous conseille ça. Un bon régime. Combien de viande rouge peut-on manger chaque semaine quand on a trop de cholestérol? Disons que moi, je dis souvent aux patients, pour schématiser, il faut un tiers de poisson, un tiers de viande blanche, un tiers de viande rouge. Alors après, ça dépend si vous en mangez à chaque repas ou seulement une seule fois par jour. Moi, je considère que la viande une fois par jour, ça suffit. Et je considère que la viande rouge, si on en mange une ou deux fois par semaine, ça suffit aussi. On va faire une petite pause pour un reportage, puisque on va voir que des agriculteurs ont décidé de modifier carrément l'alimentation de leurs animaux pour changer la nature du gras de leur viande et pour l'enrichir en oméga 3 et qu'elle soit alors meilleure pour la santé. C'est un reportage tourné en Bretagne par Karine Elkoubi et Jérôme Wesselberg.
Bonjour. Ça va? Je vais prendre des petits roast beef. Plusieurs fois par semaine, Edwige se rend dans ce magasin situé à la périphérie de Quimper, dans le sud Finistère, pour acheter sa viande. Une viande particulière puisqu'elle est issue d'élevage nourri au lin. Une petite graine qui fait la différence sur son taux de cholestérol. J'ai fait un petit test. J'avais fait une prise de sang pour avoir mon taux de cholestérol. Donc je me suis alimentée avec cette viande. J'ai fait aussi très attention et j'ai eu une baisse de cholestérol au niveau de ma deuxième prise de sang. Changer l'alimentation des animaux pour développer une nourriture bonne pour la santé, c'est l'idée d'une poignée d'agriculteurs il y a une dizaine d'années. Ils ont choisi de réintroduire la graine de lin qui avait disparu au profit du soja, et cela pour produire une viande plus riche en oméga 3. Allez, venez, venez. C'est le cas d'Éric Trawen qui a passé le cap il y a 7 ans. Nous, les agriculteurs, on a sûrement été montrés du doigt, dire qu'on faisait forcément des bons produits. Et c'est vrai que moi, j'ai des petits-enfants qui sont petits encore. Et on se dit c'est peut-être l'occasion de leur donner une chance et de mieux manger sûrement que ce qu'on a fait les dernières années avec des produits plus sains. On se rend compte qu'au fil du temps, on a des bovins, je pense, plus calmes. On a moins de frais vétérinaires. J'ai beaucoup d'amis ou des copains qui viennent des fois voir l'élevage. Et c'est vrai ils trouvent que le bovin a un poil plus brillant, on a l'impression qu'il y a quelque chose en plus qui se passe. 9 mois de l'année, les 70 vaches d'Éric Trawen sont au pré et mangent de l'herbe, très riche en oméga 3. Pendant l'hiver, il les nourrit avec du foin, du maïs et de la graine de lin. Une dose qui peut s'élever à 50% de la ration journalière pendant les 2 mois qui précèdent l'abattage. Donc j'en distribue 2 fois par jour et elles en reçoivent 7 kilos par jour au total. Des chercheurs ont prouvé les effets bénéfiques de ce mode d'alimentation sur la santé. Les oméga 3 sont indispensables à l'organisme pour réguler les graisses et comme le corps n'en produit pas, l'homme doit obligatoirement en consommer. Plus il y en a dans son alimentation, plus il en assimile, de quoi se protéger des risques cardiovasculaires. Avec simplement 5% de graines de lin, le résultat a été extrêmement probant puisque dans la viande, dans le lait, dans les œufs, nous avons plus que triplé la quantité d'oméga 3 et les gens qui ont consommé ces produits ont eux-mêmes plus que doublé la quantité d'oméga 3 au niveau du sang circulant et au niveau de leurs cellules. Une des études que nous avons faites a montré qu'en l'espace de 1 mois, nous avions baissé de 8% les taux de cholestérol, de 8% les taux de mauvais cholestérol et de 35% les taux de triglycérides. Depuis 2008, le développement de cette filière santé est soutenu par le gouvernement et encadré par une association. 5000 éleveurs et producteurs sont engagés dans la démarche en France. Il existe même un label et un logo pour distinguer les produits issus de cette filière. Alors pour rester sur cette idée originale et intelligente, j'imagine d'abord que le bénéfice doit se retrouver aussi dans le lait. Et est-ce que du coup on ne peut pas faire la même chose avec les poules? Alors, on peut faire la même chose avec les poules. Et je voudrais souligner qu'une des plus grandes études nutritionnelles qui a eu lieu dans le monde dans les années 70, c'est ce qu'on appelle l'étude des 7 pays. On avait comparé en fait l'alimentation dans 7 pays, qui étaient les USA, la Hollande, l'Italie, la Croatie, la Grèce et la Crète. C'est de cette étude qu'est sorti le fameux régime crétois. Et il se trouve que les chercheurs sont allés un petit peu plus loin. Ils se sont dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un cercle vertueux? C'est-à-dire, est-ce que finalement, les aliments ne seront pas meilleurs pour la santé? Et donc, ils ont simplement pris un œuf d'élevage poule américaine et un œuf d'une ferme grecque. Et quand ils ont dosé le contenu en graisse de l'œuf, il y avait 10 fois plus d'oméga 3 dans l'œuf grec par rapport à l'œuf américain. Alors parce que les poules mangeaient du... Absolument, parce que les poules, finalement, elles vont manger des herbes. Et il se trouve qu'en Crète, il y a une herbe qu'on appelle le pourpier, qui est très très riche en oméga 3. Et donc, vraiment, c'est tout à fait ça. Vous savez, il y avait Hippocrate, celui qui a fait le serment d'Hippocrate pour les médecins, il dit « Nous sommes ce que nous mangeons ». Alors, c'est pas tout à fait ça, mais c'est quand même vrai en grande partie. Et je trouve que ce type de démarche est très intéressant. D'accord. Et concernant le lait, donc c'est pareil pour les vaches, on retrouve... Exactement, vous trouvez un lait qui est enrichi en oméga 3. Quels aliments font baisser le mauvais cholestérol, Sylvie? Philippe, vous faites attention, on a compris, la margarine, vous limitez un peu les apports de graisse. La viande, par exemple, vous avez décidé de moins en manger, privilégier le poisson, qu'est-ce que vous faites? Je ne privilégie pas particulièrement le poisson. Je continue, j'ai l'impression d'en manger peut-être un peu trop, mais j'ai réduit en effet la consommation de viande il y a 2 ou 3 ans, passant de
1,5 à 1,8 par jour à un repas sur 2 seulement avec de la viande. Donc j'ai réduit de moitié la consommation de viande et un petit peu moins parce que je mange parfois du poisson en effet. Charcuterie? Plus de charcuterie pratiquement, sauf alors là dans les occasions évidemment, les amis, etc. Fromage? Alors du fromage, oui, je continue à maintenir un morceau de fromage au petit déjeuner, vieille habitude familiale, c'est tout. Mais bon, sauf les cas, encore une fois, de réception. Tous ces conseils en dehors de la personne avec laquelle vous partagez votre vie et qui vous a manifestement aidé, est-ce que votre médecin vous a donné des conseils précis ou il vous a juste demandé de modifier votre régime alimentaire? Il me demandait surtout de me modifier le régime alimentaire. Il insistait sur la consommation de viande et un petit peu sur la consommation de fromage. On sait qu'il y a des médicaments, on va parler après, qui permettent d'abaisser ce taux de mauvais cholestérol. Et on sait aussi qu'à partir d'un certain âge, en fait, c'est simplement, si le taux de mauvais cholestérol augmente, c'est parce que le foie fonctionne quand même un peu moins bien, il se fatigue. Est-ce que si on découvre du cholestérol à quelqu'un qui a 80 ans, ça vaut le coup de le mettre au régime, de modifier son alimentation? Est-ce que d'emblée, on peut passer au traitement? Alors d'abord, le foie, il ne se fatigue pas. Parce que s'il fabrique du cholestérol, et si on a trop, c'est qu'il marche bien. Parce que finalement, quand vous avez une cirrhose du foie, et que le foie ne fonctionne plus, une des caractéristiques de la cirrhose du foie, c'est le cholestérol qui s'effondre. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que à 80 ans, on meurt aussi du cœur. Et à 80 ans, ça peut être utile, j'ai bien dit ça peut être utile de faire baisser le cholestérol, en particulier quand vous avez déjà les artères coronaires qui ont parlé et vous avez déjà fait un infarctus ou de l'angine de poitrine. Donc il n'y a pas de raison de ne pas donner un traitement. Mais vous avez tout à fait raison. On ne doit pas modifier un régime chez une personne de 80 ans parce qu'on va bouleverser ses habitudes et on risque de voir arriver une dénutrition ou quelque chose de très anarchique. Donc je suis d'accord, il faut à ce moment-là avoir recours peut-être un petit peu plus rapidement aux médicaments s'ils sont vraiment nécessaires. Et donc c'est pas lié au vieillissement de l'organisme? Non, pas tellement. D'accord. Samy, producteur d'artichaut, nous dit « L'artichaut nettoie le foie qui est le lieu de dégradation des graisses et des sucres, donc pas de mauvais cholestérol, de LDL, ni de triglycérides. » Alors en fait, il existe une étude, en fait il existe même une revue, la Cochrane Revue. Vous savez, Cochrane, c'est une revue de tous les grands articles médicaux. Ils font des revues extraordinaires, très exhaustives et très solides. Et Cochrane dit que l'extrait de feuilles d'artichaut a peut-être un effet sur, là encore, le cholestérol. Le gros problème de tous les extraits, que ce soit, par exemple, on va peut-être parler de la levure de riz rouge ou de ces choses-là, c'est qu'il y a n'importe quoi dedans. N'importe qui peut vendre n'importe quoi. Vous n'avez pas une sécurité de dosage, vous ne savez pas combien et quelle est la molécule active. Donc c'est pour ça que, oui, c'est probablement efficace dans des études scientifiques où vous êtes sûr du produit que vous donnez. Je ne sais pas quand vous achetez un produit sur Internet que vous allez vraiment avoir quelque chose d'efficace. On a plusieurs questions concernant le soja, concernant les légumineuses et concernant la pomme. Soja, oui, bien sûr. Le soja peut faire baisser de 5 à 10% le mauvais cholestérol. Il semble exister dans le soja une substance qui abaisse le cholestérol. Prendre quoi en germe ou en... Ah non, non, c'est pas du germe. Ça, c'est un champignon, oui, ça, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que le soja, ce sont des graines avec lesquelles on fait le toyu, qui est le lait, et on le fait cailler, et ça fait du tofu. Donc, impérativement, c'est ça. Donc, c'est une substance blanche qui a une goût plus ou moins agréable et qu'il faut souvent faire revenir, par exemple, avec des légumes. Oui. Bon, ça, c'est ça, le soja efficace. Voilà, exactement. Alors, la pomme, il y a de la pectine. Donc, on sait que la pectine fait baisser le cholestérol, mais il faudra en prendre des quantités et des quantités. Donc, je crois que la fameuse pomme qui fait baisser le cholestérol, pas à 1 ou 2 pommes par jour, ça c'est là. Et puis la troisième substance, légumineuses. Les légumineuses, c'est le problème des sucres lents. De toute façon, c'est une bonne chose de prendre des sucres lents par définition. D'accord. Et le plaisir dans tout ça? Eh bien, fini le temps des régimes hyper restrictifs. Aujourd'hui, médecins et diététiciens sont d'accord pour dire qu'on peut continuer à associer nourriture et plaisir, même quand on a trop de cholestérol. Karine Elkoubi et Jérôme Wesselberg ont suivi un cours de cuisine ciblé sur le cholestérol. On va faire 2 recettes, une à base de lentilles. L'intérêt, c'est qu'on va apporter des fibres et ça aide à réguler les graisses et notamment le cholestérol. Voilà. Il faut un oignon, 5 gousses d'ail. C'est pas mal, moi j'en mets jamais. C'est beaucoup. Ah, c'est vrai que ça va être assez parfumé en ail. Donc là, je vais utiliser de l'huile d'olive. Donc encore une fois, cholestérol ne veut pas dire je supprime les matières grasses. C'est une question de proportion. Donc la recette, elle est pour 8 personnes. Donc là, je vais mettre 4 cuillères à soupe. On va mettre dans l'huile chaude les oignons. Voilà. Et je vais rajouter ma tomate. Voilà, donc je vais couvrir. Hop, et on va laisser réduire la sauce une dizaine de minutes.
hein. À aucun moment, on va dire, l'alimentation va se substituer au traitement. Les recommandations, c'est de faire le régime, régime, même si j'aime pas ce mot, hein, mais revoir son alimentation en équilibrant les graisses et en diminuant un petit peu le cholestérol alimentaire pendant 3 mois, et de refaire un bilan, voir comment ça a réagi. Et là, c'est votre médecin qui vous donnera le traitement adapté. On va commencer nos brochettes. Volontairement, j'ai choisi 2 types de viande, de la viande rouge et du porc. Quand on nous annonce vous avez du cholestérol, on se dit je mange plus de porc. Alors que c'est bien dommage. Ça dépend du morceau que l'on va choisir. Donc là c'est de la tranche à griller pour le bœuf que j'ai fait mariner un petit peu à l'avance. Et j'ai pris en porc l'escalope de porc. Donc on va les dresser sur des brochettes et on les nappera de la sauce. Juste pour revenir sur la graisse des viandes, le porc, donc vous avez du cholestérol, par pitié ne vous en privez pas. Hein. Si je prends un rôti de porc maigre, c'est très peu gras en fait. Hein, et surtout le gras il est visible dans le porc. C'est une viande facile à parer. Donc la sauce. La sauce yakitori, donc c'est une sauce sans matière grasse. On va utiliser donc la sauce soja, le vinaigre de riz et un petit peu de sucre. Donc on va caraméliser. Hop, on va laisser réduire. Bon, c'est vrai que j'ai du cholestérol, ça se voit. Et c'est vrai que j'ai, à un moment donné, suivi un régime, fait attention un peu à l'alimentation. Mais bon, chanson naturelle, il revient au galop. Donc c'est vrai qu'il y a des choses comme aujourd'hui qui sont assez faciles à faire et puis qui sont goûteuses, qui sont agréables. C'est vrai que ça remonte un peu le moral, ça redonne envie de s'y remettre. Vous voyez la sauce? Elle a bien épaissi. Vous avez juste après, avec le pinceau, à badigeonner votre viande. C'est important aussi de bien choisir ses cuissons par rapport aux matières grasses. Donc la papillote, elle est intéressante parce qu'on va cuire le produit dans un peu comme à l'étouffer. Donc on va avoir le jus de cuisson et beaucoup d'arômes sans forcément être obligé de mettre de la crème. Et au four, rôti également. C'est pas tout de faire la cuisine, mais il faut goûter quand même. Comment vous trouvez? Très bon. C'est bon? Ouais. Donc vous referez? Oui, je pense. On sent bien le... Elle n'est pas sûre. Hein. On peut se faire plaisir quand même. Hein. Monique demande si la graisse d'oie est anti-cholestérol. Non, elle n'est pas anti-cholestérol, simplement elle est plutôt riche en acides gras monoinsaturés, un petit peu comme ceux de l'huile d'olive, et donc elle ne modifie pas le cholestérol. Ça veut donc dire que si vous partez d'une cuisine qui est riche en graisse saturée et que vous passez à la graisse d'oie, vous allez avoir une amélioration. D'accord, mais c'est pas la panacée pour réduire le cholestérol. Ça devait être une habitante du sud-ouest. C'est très calorique. Alcool, Philippe? Hélas, je n'en ai jamais bu depuis une dizaine d'années. J'ai arrêté. À cause de ça? Non. Ah d'accord. Lié à l'hypothèse que ça pouvait éventuellement me faire mal à la tête, mais bon, ça n'avait rien à voir avec... En fait, c'est parce qu'il a des triglycérides. Et souvent, l'alcool favorise l'augmentation des triglycérides. D'accord. Mais ça n'a pas d'action sur le mauvais cholestérol? Non, pas du tout. Ça a même plutôt une action bénéfique sur le bon cholestérol. Maintenant, on ne sait pas si c'est bon pour la santé en général, surtout qu'à dose modérée. Oui. Vous n'incitez pas, c'est clair. Et le chocolat? Alors là encore, il y a une grande polémique sur le chocolat. Il y a des antioxydants, il y a des graisses insaturées. Le problème, le problème, c'est qu'il faut bien différencier ce qu'on trouve sur de la graine de cacao, sur de la poudre de cacao, par rapport au chocolat industriel où on a enlevé la cosse, où il y a les antioxydants. On rajoute souvent des acides gras saturés ou n'importe quoi. Donc vraiment, vous avez des études scientifiques qui montrent que le chocolat, c'est pas mauvais. Maintenant, si vous allez dans votre supermarché et que vous prenez une plaquette de chocolat, je ne sais pas si ça sera le même effet. Bien évidemment, les industriels profitent de cette ambiguïté. Stéphanie demande que penser du régime portfolio à base de fruits secs, notamment les amandes. Est-ce que ça marche? Alors ce régime portfolio, c'est un régime qui a été fait aux USA. Le problème, c'est qu'il faut bien comprendre, dans ce régime, vous ne mangez pas 1 gramme de produits animaux. Et donc vous passez votre journée à manger effectivement de l'avoine, du soja. Il faut vivre dans une écurie, quoi. Faut manger que des légumes. D'accord. Mais c'est vrai que ça fait baisser, dans cette étude, il y avait une baisse de 30 à 35% du mauvais cholestérol. Il faut savoir qu'il y avait un groupe comparatif qui était traité par des statines et que le résultat était similaire. Mais c'est vrai que c'est une alimentation qui est assez robuste, quoi, si je puis me permettre. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus.